Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le déroulement d'un examen d'IRM du pelvis. En salle d'attente, le patient doit remplir un questionnaire afin de vérifier qu'il n'a aucune contre-indication à l'IRM ou à l'injection d'un produit de contraste. Selon l'indication, l'IRM du pelvis peut être réalisé avec injection de produits de contraste. Avant d'accueillir votre patient, vous devez vérifier son ordonnance, la date, le prescripteur, le type d'examen, ainsi que l'indication. Vous devez aussi vous assurer de ne pas faire d'erreur d'identité en allant chercher votre patient. L'ordonnance n'est valable qu'1 an. Vous vérifierez systématiquement toutes ces contre-indications avec le patient avant l'examen. Avant d'entrer dans la zone d'IRM avec le patient, vérifiez qu'il a retiré tous les objets ferromagnétiques qu'il portait sur lui, tels que le téléphone, les clés, les bijoux, les piercings, les pièces de monnaie, etc. Les tatouages sont aussi à contrôler avant l'examen. Certaines anciennes encres contiennent des particules ferromagnétiques. Pour prévenir des éventuelles brûlures, vous devez prévoir de comprimer la peau sous des bandes ou un sac de glace. Indiquez-lui que la durée approximative de l'examen est de 15 à 20 minutes pour un examen du pelvis. Voici les principales contre-indications à l'IRM. Le pacemaker, non compatible car son fonctionnement peut être perturbé par le champ magnétique. Et le défibrillateur. Les valves cardiaques ainsi que les clips neurochirurgico-vasculaires qui peuvent se déplacer s'ils sont situés dans les parties molles. Les neurostimulateurs et les dispositifs d'injection, tels que les pompes à insuline. Les corps étrangers métalliques intra-orbitaires. En cas de doute, il faudra faire une radio ou un scanner low-dose. Les stents cardiaques, à savoir qu'un principe de précaution de 6 semaines peut être appliqué par certains services. Ainsi que les autres dispositifs, tels que le capteur de glycémie, les patchs médicamenteux transdermiques, etc. D'autres précautions supplémentaires. Assurez-vous également que le patient ne soit pas claustrophobe. Pour la question des femmes enceintes, la décision revient au médecin. Assurez-vous de désinfecter la salle après chaque patient pour réduire les risques infectieux. Pour les patients en isolement contact, attendez 30 minutes après l'examen avant d'installer un nouveau patient. Pour les patients hospitalisés, pensez à retirer les chemises d'hôpital avec des boutons pression, les électrodes de CG non spécifiques à l'IRM, les seringues électriques et les paniers à perfusion métallique. Positionnez le patient confortablement en décubitus dorsal avec une antenne adaptée pour optimiser le rapport signal sur bruit. Assurez-vous que le patient reste immobile pendant l'examen en utilisant des mousses et des sacs de sable pour stabiliser la région pelvienne afin de limiter les mouvements et améliorer le confort du patient. Remettez une sonnette au patient. Expliquez que le tube est ouvert des deux côtés. L'examen est long et bruyant. Fournissez-lui un casque et des bouchons d'oreilles. Couvrez-le si nécessaire pour son confort. Pour un examen standard du pelvis, le laser est généralement positionné sur la région pelvienne moyenne, généralement située à mi-distance entre l'ombilic et la symphyse pubienne. Une fois que le patient est dans le tunnel, sortez en refermant la porte de l'IRM afin de vous assurer de l'étanchéité de la cage de Faraday et éviter toutes les interférences RF. Passons à l'acquisition. Nous allons inscrire notre patient sous sa bonne identité en précisant fidèlement son poids et sa taille pour l'évaluation du SAR au cours de l'examen. Une fois que le protocole pelvis est sélectionné, l'examen débute par un localisateur qui offre une vue 3D du pelvis et nous permettra de nous positionner correctement pour les séquences ultérieures. Nous éliminons les séquences que nous ne souhaitons pas réaliser pendant l'examen et nous conservons celles qui nous intéressent. Les séquences utilisées pour l'examen du pelvis comprennent le topogramme, également appelé scout ou LOCA, réalisé selon les plans axial, coronal et sagittal, suivi de séquences en écho de spin rapide TSE, un sagittal T2, un axial T2,
un coronal T2, ainsi qu'une séquence 3D T1 Dixon, une diffusion et pour finir un coro T2 rapide grand champ. Une fois le scout terminé, nous passons à la première séquence sagittale T2 pour positionner les boîtes. Cette séquence permet d'évaluer la morphologie des organes pelviens, d'analyser la position de l'utérus, des ovaires, de la vessie et des tissus adjacents. Elle est également utile pour détecter des lésions, des masses ou des inflammations. Passons maintenant à la séquence axiale T2, qui donne un contraste élevé entre les tissus mous et les structures osseuses. Très utile pour visualiser les relations spatiales entre les structures pelviennes, telles que les organes génitaux, la vessie, les muscles du plancher pelvien et les structures vasculaires. Cela permet de mieux détecter des anomalies comme des kystes, des tumeurs ou des pathologies inflammatoires. Un coronal T2 permet de mieux voir l'alignement des organes pelviens et d'évaluer les différentes relations entre les structures. Elle est particulièrement utile pour examiner l'utérus, les ovaires et les parois pelviennes. Nous continuons avec la séquence 3D T1 Dixon utilisée pour obtenir des images de haute qualité des tissus graisseux. Par exemple, la graisse périviscérale ou autour des organes pelviens. Le Dixon est une technique permettant de séparer les contributions de la graisse et des tissus non graisseux dans les images. Elle est aussi utilisée dans les études du suivi post-opératoire ou l'évaluation de certaines pathologies comme des lipomes ou des masses graisseuses. Continuons avec la séquence de diffusion, qui est utilisée pour détecter les mouvements des molécules d'eau dans les tissus, ce qui est particulièrement utile pour observer des lésions. Elle est utilisée pour détecter des masses ou des tumeurs, en particulier pour identifier des lésions suspectes comme des cancers. Elle peut aussi être utilisée pour l'évaluation des infections et des inflammations dans les tissus pelviens. Nous finissons par une acquisition Single Shot Turbospin Echo en coronal T2 grand champ, permettant une analyse de toute la région pelvienne, très utile pour l'évaluation des ganglions lymphatiques pelviens, notamment ce qui concerne la détection des ganglions anormaux en cas d'inflammation, de métastase ou d'autres pathologies. Après avoir terminé les séquences standards, s'il y a un doute sur une image ou la présence d'une lésion, une injection de produit de contraste peut être demandée. Après avoir terminé, nous procédons à une dernière vérification des images pour nous assurer qu'elles ne sont ni floues ni affectées par des artefacts ou des mouvements. Nous réalisons la reprographie. L'examen est désormais terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour mieux comprendre le déroulement d'un examen IRM. Si vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Medical Professionals. Rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant de l'imagerie médicale et développer vos compétences dans ce domaine essentiel de la santé. Merci et à bientôt.